nation. Je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme, disait le poète Aragon. Mais dans la Déclaration des droits de l'homme, elle a vite été oubliée. Alors, en 1791, la citoyenne Olympe de Gouges, née à Montauban, a déclaré les droits de la femme. Veuve à 20 ans, elle fuit le mariage, plaide contre l'esclavage, pour le divorce, pour le vote des femmes. Elle a cru jusqu'au bout que les mots justes ont le pouvoir de changer le cours du monde. Elle sera guillotinée 2 ans plus tard. À la Révolution française succède Napoléon Bonaparte. À la fin de sa vie, il aurait dit « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Ce code est un recueil de lois qui réglementent la vie civile des citoyens, de la naissance à la mort. Homme de guerre, il lui fallait des soldats. Les femmes devaient obéir et faire des enfants. Ce code, promulgué en 1804, fut un désastre pour les femmes et surtout pour les femmes mariées. Interdiction d'accès à l'instruction, à la gestion de leurs biens, au travail sans l'accord du mari, interdiction de percevoir elles-mêmes leur salaire ou de voyager à l'étranger, exclusion totale des droits politiques, contrôle du mari sur le courrier et les relations, répression sévère de l'adultère. L'industrialisation du milieu du XIXe siècle engendrera de grands bouleversements. L'industrie a besoin de toute la main-d'œuvre disponible. La révolution industrielle va transformer non seulement les rapports entre les groupes sociaux, mais aussi entre les hommes et les femmes. Qu'on paye les femmes moins que les hommes, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il faut vaincre l'hostilité sociale, qui est les femmes ne sont pas bien à l'extérieur de la famille. Si elles vont travailler à l'usine, elles s'occuperont moins bien de leurs enfants. Cette période d'industrialisation connaîtra des conditions de travail extrêmement dures, autant pour les hommes que pour les femmes et même les enfants. On verra naître certains stéréotypes concernant les capacités au travail. Ainsi, les hommes feraient preuve d'une plus grande force physique, d'une importante capacité de décision et d'inventivité, tandis que les femmes montreraient plus de docilité, davantage d'adresse et de patience. L'avenir montrera le peu de fondement de ces idées. Cependant, la révolution industrielle n'en a pas moins apporté à la femme l'ouverture d'esprit lui rendant possible la contestation de l'ordre établi. Le seul moyen de changer les choses est de pouvoir transformer les lois. Et pour ce faire, il faut accéder au droit de vote. Et cela, les femmes de l'époque l'ont bien compris. C'est ainsi que plusieurs pays européens verront naître le mouvement des suffragettes. Tout comme lors de la Grande Guerre, la femme a pu démontrer durant la Deuxième Guerre mondiale sa capacité, comme l'homme, à travailler dur et à assumer des responsabilités. La fin du conflit verra renaître la lutte pour l'émancipation de la femme. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé, puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. À la télé, dans les débats, certains ne la valent toujours pas. Les femmes qu'ont-elles à voir avec la politique? Ne ferait-elle pas mieux de s'occuper de leur mari ou de leurs enfants? Elles votent, mais comment votent-elles? En connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage? Leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle? Au petit déjeuner, je fais une orange pressée, puis je moule le café avant de le faire passer. Je fais du pain grillé que je mange bien beurré. Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Et puis quand vient le soir, je sers plein rôtissoir. Oh mon Dieu que j'embête, j'oublie ma moulinette. Je coupe des tranches symétriques en couteau électrique. Je suis ravi que l'on mette au service de la femme des moyens si modernes, mais j'ai l'impression que malgré tout, depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave,
Qui épluche les pommes de terre? Non. Qui soigne les enfants? Non. Qui sourit à son mari? C'est la femme. Mais si. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Madame, dans quelques instants, tout va changer. Vous étiez seul, vous allez être deux. Vous étiez libre, vous allez avoir un mari tout-puissant, un mari à qui vous devrez obéissance. Un projet de réforme sur les régimes matrimoniaux sera présenté à l'Assemblée nationale tendant à faire de vous l'égal de l'homme. Je voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale, à moins que vous soyez femme séparée. Sachez que cette autorisation ne sera plus nécessaire et que le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint. Pas de pilule, pas d'avortement. Face au désir, pas de paravent. Il est grand temps pour les grandes victoires. Vous avez quel âge, Jacqueline? 30 ans. Vous avez eu combien d'enfants? 8. Vous en vouliez autant? Oh non, certainement pas. J'en ai jamais désiré un. Et vous allez en avoir d'autres? J'espère bien que j'en aurai plus. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil, la sage-femme? Alors là, vous me faites rire. Mais dites-moi. C'est au mari qu'elle s'adressait. Mais elle vous a dit aussi, il faut pas vous négliger. Il faut me négliger. Pourquoi? Pour éloigner mon mari. Et alors? Je l'ai fait. Et alors? Ça ne l'éloigne pas du tout. Fin du calvaire. Oui, les Français veulent pouvoir choisir. La régulation des naissances, qui permet de choisir le moment où l'on veut avoir ses enfants, a fait son entrée en France par la loi de décembre 1967. 67, la possibilité de la pilule, adoption de la loi Neuwirth. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. En 1975, Simone Veil, ministre de la Santé, fait voter la légalisation de l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Le combat est acharné, les arguments empoisonnés. C'est donc à l'aube, vers près de 4 heures, que le résultat du scrutin a été annoncé par le président Edgar Faure. Pour 284, contre 189. L'Assemblée nationale a adopté. Je recevais du courrier affreux à la maison, il y avait des croix gammées dans le hall de l'immeuble, même avant le débat. Il y avait des gens qui m'attendaient pour m'insulter, pour tenter de m'agresser. Enfin, donc c'était très, très pénible et très lourd. 16 ans plus tard, Édith Cresson est nommée Premier ministre, la seule femme à ce jour à avoir occupé ce poste en France. Venez voter. Enfin, en 2007, une autre femme, pour la première fois, est candidate au second tour des présidentielles. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, car en France, seulement 20% des parlementaires sont des femmes. Reste que le combat continue pour les femmes, car elles doivent faire reconnaître leurs droits dans la sphère du travail. 1983, Yvette Roudy, alors ministre des Droits de la Femme, fait voter une loi qui met en place des plans d'égalité dans les entreprises. Elle sera renforcée en 2001 par la loi Génisson, du nom de cette députée du Pas-de-Calais. Une loi qui prévoit des plans d'action contre les discriminations dans les entreprises et l'obligation de produire des rapports annuels comparés sur la situation professionnelle des femmes et des hommes. Qu'allez-vous dire aux femmes ? Qu'allez-vous dire aux femmes? 4 ans plus tard, Nicole Hamelin, ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle, établit une loi sur l'égalité salariale. Elle fait instaurer un label pour les entreprises actives en matière d'égalité. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces lois, l'égalité professionnelle est loin d'être pratiquée et reconnue dans les entreprises françaises. Il reste néanmoins
19% d'écart salarial entre hommes et femmes en France, tous secteurs d'activité confondus, public, privé. Donc on voit bien qu'il y a encore un chemin à parcourir, de la même façon que dans les postes à responsabilité occupés par les femmes, eh bien là aussi, nous sommes loin de l'égalité, puisqu'aujourd'hui, en France, dans les conseils d'administration d'entreprise, il y a 10% de femmes, et ce n'est absolument pas suffisant. Le constat est bien là. Selon l'INSEE, en France, en 2009, les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage, le temps partiel, les contrats précaires, la formation, l'évolution de leur carrière et bien sûr, les salaires.